Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et je suis très heureux de pouvoir accueillir une professeure universitaire, donc pour la troisième fois seulement, pour nous parler, excusez-moi, de l'unité de recherche Astrolith. Cette initiative, récemment démarrée au sein de Polytechnique Montréal, vise à créer un centre unique de recherche transdisciplinaire en ingénierie des ressources et des infrastructures spatiales au Québec et au Canada. C'est là la première unité à se concentrer à développer le génie lunaire au Canada. Donc, bienvenue au podcast, Madame Gunness Karabalut-Kurt. Je m'excuse si j'ai moqué votre nom, j'ai vraiment fait mon possible, mais j'ai peut-être mal prononcé. Bienvenue. Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. C'était vraiment un no-brainer. Quand j'ai vu un peu Ça fait pas vraiment longtemps, là. Au moment où on se parle, on est le 7 mars 2024, pour ceux qui se demanderaient quand on enregistre ça. Et j'ai vu ça fait peut-être à peu près un mois et demi, un mois sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, là, un démarrage de cette unité de recherche-là. Et c'est assez unique, je pense, comme projet transdisciplinaire, comme unité qui se démarre. Et pour commencer, j'aimerais ça juste vous lire un extrait du site. J'avais une question un peu d'introduction reliée à ça. Donc, il était écrit sur le site: Nous nous engageons à développer des technologies de pointe qui visent à répondre aux besoins critiques sur Terre dans le contexte des changements climatiques, de la gestion des ressources et du développement durable, tout en contribuant à la présence permanente du Canada dans l'espace cislunaire et au-delà. Donc, moi, je trouve ça fascinant qu'en commençant, on ne parle pas vraiment de la Lune ou de l'espace, on parle plus de la Terre et des changements climatiques. Je trouve ça vraiment intéressant et inattendu, un peu comme présentation pour le projet Astrolith. Puis j'étais vraiment curieux un peu la dynamique entre donc le développement durable, excusez-moi, et les projets donc plus environnemental et le lunaire et le spatial. Donc, c'est quoi un peu l'échange entre ces deux domaines-là? C'est une excellente question. Nous avons dans notre logo, comme peut-être vous avez déjà remarqué, nous disons ad lunam pro terra. Donc, c'est une phrase latine et on peut traduire cette phrase comme de la lune pour la terre. Nous envisageons l'engagement de cette unité de recherche plus pour exploiter les avancées technologiques et les recherches menées dans l'espace, et on cherche les techniques pour les appliquer sur Terre. OK, c'est ça. Donc on fait toute la recherche reliée au spatial parce que ça, c'est ce qui est groundbreaking, c'est qui pousse les limites de la technologie. Et puis, une fois qu'on a trouvé, autrement dit, comment développer ça pour l'espace, ben, on applique ça pour la Terre. J'ai-tu bien compris? Exactement, c'est ça. C'est intéressant comme point de vue parce que, tu sais, des fois, c'est ça, on pense souvent, moi, des fois, en tout cas, je peux penser à certaines technologies. Ben là, des fois, on peut penser aux technologies de la guerre, là, qu'on entend souvent ça, mettons, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'il y a des grosses avancées technologiques et scientifiques qui se font parce que c'est des temps de besoins extrêmes. Puis là, en ce moment, on pourrait dire qu'avec les changements climatiques, on est dans un temps de besoins extrêmes. Et avec tout ce qui est spatial, tu sais, la course spatiale dans les années 60, américaine et tout ça, j'ose imaginer qu'il y a certaines technologies qui ont découlé de ça, mais on dirait que je ne serais pas capable de pointer le doigt sur quelque chose en particulier. Avez-vous des idées de technologies qu'on profite aujourd'hui qui viennent de ça? Sûrement qu'il y en a, là, puis si vous en avez pas non plus, je ne vais pas vous... c'est pas grave si vous en avez pas. C'est une excellente question, mais maintenant nous essayons de répondre à cette question, surtout dans les domaines spécifiques. Par rapport au Astrolith, nous avons des professeurs de 7 différents départements de Polytechnique Montréal. Donc, chaque professeur regarde les problèmes de leur propre côté. Puis, je peux dire quelques mots sur, par exemple, ce problème pour observation des changements climatiques du côté du système de télécommunication peut-être. Ici, dans les systèmes de communication, nous regardons les systèmes de sensing en utilisant les ondes sub-terahertz et terahertz. Ce genre de fréquences très élevées au niveau de terahertz peut nous donner plus de détails sur la composition atmosphérique. Donc, chaque spécialité de génie a leur propre outil pour trouver, pour chercher les solutions pour ça. OK, donc OK, vous avez mentionné 7 professionnels, 7 professeurs au total qui ont chacun une discipline. C'est-tu bien ça? Non, non, c'est cette Non? discipline, mais maintenant il y a plus de 20 professeurs 20 qui professeurs. sont les membres de Astrolith. Et en Wow. plus, le nombre de nos membres continue à augmenter. Donc, les portes sont Ouais. toujours ouvertes aux professeurs et en plus aux nos collaborateurs futurs.
Ouais, c'est vraiment fascinant, c'est ça. Et vous, OK, donc peut-être pour commencer, vous, quel est un peu votre rôle là-dedans? Êtes-vous à la tête de ça? Je sais même pas si quelqu'un à la tête de ça ou faites-vous partie d'une des disciplines? Excellente question. Maintenant, le professeur Giovanni Beltram est en tête. Hmm, Donc, il est le directeur et qui est voté par le comité exécutif pour 2 ans. Et en plus, il y a un comité exécutif. Moi, je suis une des membres cofondatrices OK. et je suis au département de génie électrique. Donc, je suis dans le comité exécutif et je représente mon département dans ce comité. OK, donc on voit que Dr. Giovanni, si j'ai bien compris, docteur, peut-être je me... OK, à la tête pour le moment pour, bon, 2 ans. Ensuite, c'est un comité exécutif. Vous êtes cofondatrice et on parle d'à peu près 7 disciplines. Donc, ça nous donne déjà une assez bonne idée un peu de l'organigramme structurel de cette chose. Parce que c'est pas juste un projet. C'est ça qui est quand même intéressant de mentionner. On parle de plusieurs projets. On fait juste aller sur la page LinkedIn et on voit toute la liste de projets, ça n'arrête pas. Il y a tout le temps des beaux projets. Puis, tu sais, pour un podcast d'innovation comme Accès Innovation, c'est comme une mine d'or. Là. Il y a comme plein de choses intéressantes à parler. Puis, spécifiquement, votre projet, ben, un des projets auxquels vous participez, j'ai vu que c'était par rapport à la transmission d'énergie à longue distance, si je ne me trompe pas, avec un laser. Et tu sais, je fais que là, en ce moment, on a comme ouvert plein de parenthèses dans plein de sujets, mais peut-être cette initiative-là, peut-être est-ce que ce serait possible un peu de nous en parler plus? Puis tu sais aussi, moi j'avais plein d'autres initiatives que j'avais parlé, que je serais curieux de juste avoir un petit peu rapidement votre avis sur ces différents projets-là. Excellente question. Donc, nous sommes tellement très actifs sur notre page LinkedIn et vous pouvez regarder, il y a plein de différents projets. Et surtout, je peux donner plus de détails sur un des projets qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit de transmission d'énergie sans fil. Dans ce problème, nous envisageons transmission d'énergie dans un contexte lunaire. On ne peut pas envoyer des fils de terre, donc nous avons besoin de techniques plus efficaces en espace. Donc, considérant ce problème, nous avons essayé de trouver des solutions, soit en envoyant les ondes radiofréquences, soit laser. Et finalement, nous avons vu que les signaux laser peuvent être plus efficaces. Et il y a quand même les problèmes dans ce scénario aussi, y compris la poussière lunaire qui peut changer l'efficacité de transmission d'énergie. Donc, on essaye de trouver les limites suggérées de conception qui vont nous permettre d'envoyer de l'énergie sans fil quand il y aura des humains sur la Lune. Ouais, c'est vraiment. Ça, c'est hot, là, parce que on parle vraiment de. J'ai-tu bien compris d'envoyer de l'énergie? On essaie de trouver ultimement, ben, pour ce qui est de la Lune, là, d'envoyer de l'énergie de la Terre à la Lune. C'est-tu bien ça, j'ai compris, par laser? Ou juste sur la Lune, entre des points sur la Lune? Juste sur maintenant nous regardons juste sur la Lune, entre les points. OK. Et en plus, il y a des plans de mettre un orbiteur comme un satellite autour de la Lune. Dans ce cas, on peut quand même obtenir l'énergie solaire et on peut essayer d'utiliser les signaux laser pour envoyer cette énergie, surtout pour les régions lunaires qui sont toujours qui n'est pas accessible par les lumières solaires. Donc, c'est permanently shadowed region. On cherche des solutions pour envoyer l'énergie dans les régions où ce n'est pas possible d'utiliser l'énergie solaire. Ouais, c'est-tu le fameux Dark Side of the Moon? C'est-tu bien de Ouais, ça qu'on parle? C'est ça. exactement, Dark Side of the Moon. Qu'est-ce qu'on aurait comme intérêt à aller de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des humains qui sont déjà allés de Dark Side of the Moon? Est-ce qu'on aurait. C'est quoi l'intérêt qu'on aurait justement à transmettre de l'énergie là-bas? Ce serait-tu une cartographie générale de la Lune ou juste généralement avoir de l'accès à n'importe où sur la Lune? Il y a un rover, pas des humains, mais il y a un rover. Mais c'est plus, trouver plus de détails sur les ressources dans la Lune. Donc, y Hmm. compris les mines qui peuvent être Hmm. là. Et en plus, on cherche toujours de l'eau sur la Lune. Donc, on essaie de mon côté, c'est plus suggérer des solutions, des systèmes pour la connectivité. Et en plus, de côté de transmission d'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire en utilisant les canaux sans fil?
Donc, y compris transmission d'énergie, y compris les systèmes de radar, et en plus, surtout, la nécessité de communication. Donc, on a Ouais, essayé de suggérer les systèmes, mais ça n'existe ouais. pas, c'est juste des conceptions en ce moment. OK, ça existe pas. On est quand même dans les états de début et là, justement, par exemple, en exemple, la transmission d'énergie par laser, c'est pas quelque chose il y a pas déjà des technologies qui existent sur Terre en ce moment qui font ça? Ou y a-tu des exemples à très, très petite échelle commercialisés ou pas vraiment? Ouais, il y a des exemples, mais c'est vraiment coûte beaucoup plus cher OK, par rapport à l'utilisation des câbles. ouais. Mais en espace, si on ne peut pas utiliser le câble, la deuxième alternative va devenir notre première option. Et les calculs de coûts seront un peu différents. Donc, en ce moment, ça fera plus de sens l'utilisation de systèmes sans fil pour envoyer plus de choses, y compris énergie. Puis, ouais, ben c'est ça. Puis, fait que j'ai compris que notre premier choix pour l'instant, ça serait ça par énergie sans fil. Puis pourquoi? Pourquoi pas des câbles à ce moment-là sur la Lune? Sais-tu qu'ils se feraient tôt endommagés ou j'ai peut-être mal compris aussi? Ah non, non, c'est vraiment, nous voulons réduire, comment dire ça, c'est concernant les coûts de lancement, Mhm. ça coûte plus cher si on met plus de câbles sur un space shuttle pour les envoyer en espace. Donc, Ah! si on peut trouver des solutions plus Ok. utile. Ça va diminuer le coût de lancer les fusées vers la Lune. Ouais, par le poids, par exemple, sûrement le poids des câbles, justement, vu que c'est tellement lourd, puis que quand on envoie des. On le sait, là, on a fait un épisode du podcast dans le passé sur le Space 2.0 et on voit que la masse envoyée dans des fusées, c'est devenu une commodité. Là. Tu sais, les entreprises qui font des satellites et tout ça, ils se battent pour réduire en masse leur système pour pouvoir gagner de l'efficacité sur les lancements. Là. Euh, Exactement, exactement, ok. c'est ça. C'est que c'est ça. Fait que c'est pour ça, ok, c'est vraiment intéressant. Puis par rapport à ça, tu sais, ben là, en fait, ce que je vais faire, je vais revenir un petit peu en arrière parce que vous avez parlé de quelque chose d'intéressant, je trouve, par rapport aux ressources de la Lune, qui est ça fait peut-être partie d'un des objectifs. Tu sais, bon, Astrolite essaie de développer bon, des infrastructures. En termes de ressources sur la Lune, est-ce qu'on a un peu une idée, c'est quoi qui se trouve là? Y a-t-il des choses à miner ou des échantillons à recueillir au niveau scientifique? Excellente question. C'est vraiment la raison qu'on a fondé l'unité de Astrolite. Par exemple, cette question, c'est plus au domaine du professeur Purnima Gul, qui est Hmm. un professeur dans le département de génie civil, géologie et de mines. Donc, nous n'avons pas les réponses concrètes en ce moment, mais nous cherchons les réponses. Ça compris l'utilisation des signaux comme dans le sens de radar pour essayer de trouver la composition en utilisant des réflexions de signaux. OK, parfait. On garde ça en tête, peut-être pour un prochain épisode du podcast avec, avec cette personne. Donc là, OK, là, il y a des projets de ce que je voyais. Là, j'en nomme juste quelques-uns. On voyait des projets, je voyais des projets sur des habitacles spatials, des robots souples, des éponges nanoporeuses. Bon, la transmission d'énergie, on en a parlé un petit peu. Cartographie, caractérisation des sols. Là, c'est comme plein de projets. On a plein de disciplines. Comment est-ce qu'Astrolite fait pour coordonner ces efforts-là vers un but commun? C'est quoi un peu? Fait qu'il y a peut-être des lignes directrices, il y a peut-être des rencontres, peut-être mensuelles. Tu sais, il y a tellement de projets, tellement de gens impliqués, j'ai l'impression, que je me demande comment ça fonctionne à ce niveau-là. Excellente question. Nous avons maintenant un comité exécutif pour gérer et pour planifier les activités. En plus, nous avons tous les membres pour planifier les détails techniques. Et maintenant, en ce moment, nous sommes clairement de côté de Asteroid. C'est une organisation unité de recherche assez jeune.
Donc, nous sommes dans l'étape de planification. Mais pour la coordination, on a déjà une structure assez bien définie. Mhm. Nous avons les rôles et les responsabilités définis. C'est notre directeur, c'est professeur Giovanni Beltram en ce moment. Mhm. Notre comité exécutif, nous faisons notre planification stratégique pour décider aux prochaines étapes prochaines actions que nous devons prendre. Nous avons des communications régulières entre nos membres aussi. Et pour la prise de décision, on a des suggestions pendant le comité, on fait des voting pour prendre les décisions. Et à la fin de cette année, nous devons écrire un rapport pour l'administration de Polytechnique. Ça va être évalué par l'administration aussi. Donc, c'est vraiment OK. assez détaillé. Ouais, quand Et même, hein? On voit qu'il y a plusieurs structures pour ça, effectivement. Fait que là, OK, bon, ça fait à peu près un mois et demi. Fait que là, OK, on comprend que c'est un projet assez large. On comprend que, bon, il y a certaines structures en place et ça va évoluer dans le temps pour essayer de coordonner tout ça. Mais là, moi, je me demandais, j'ai vu des projets, puis j'ai l'impression qu'il y a des projets là-dedans qui devaient peut-être être déjà entamés et qui ont peut-être rejoint la bannière Astrolite ou c'était tout démarré en même temps. les deux se déroulent en même temps. Par exemple, de mon côté, j'ai déjà un projet concernant les systèmes spatials. Et quand Astrolite est fondé, ça m'a donné une OK. opportunité de prendre plus d'idées de mes collègues. OK. Donc, c'est vraiment les professeurs, les membres fondateurs, fondatrices, sont les chercheurs qui ont déjà des projets dans le domaine espace, mais maintenant, ça nous donne une opportunité de unifier nos idées. Ouais, c'est ça qui est intéressant. On va voir la ligne commune dans tout ça, là. Est-ce qu'il y a des espaces de travail communs, des laboratoires? Est-ce que, tu sais, dédiés à ça, y a-tu des ateliers? Moi, je suis en mécanique. Quasiment dans chaque épisode, je pose la question, y a-tu un atelier mécanique? Mais tu sais, j'imagine que c'est peut-être juste les institutions de l'université ou les locaux de l'université de la Polytechnique, là, de Montréal. Ouais, c'est une excellente question. Professeur Giovanni Beltram, notre directeur, il a plusieurs robots et il travaille sur les robots spéciaux, y compris les rovers lunaires. Mhm. Il fait beaucoup d'expérience avec les robots. Donc, par rapport au laboratoire et atelier, nous sommes en train de planifier de nouvelles, écrire les nouvelles demandes de subventions pour ça. Donc, il y a plein nous avons plein de plans. Ça va être plus concret quand on aura les résultats de ces demandes. Ouais, ben oui. Je comprends, ça prend de l'argent pour ouvrir des ateliers Exact. mécaniques et tout ça. Puis, ben là, écoute, vous m'avez ouvert la porte, je vais en profiter par rapport à la robotique. Juste, si vous comprenez un petit peu c'est quoi pour m'en informer, je me demandais s'il était question de quoi à peu près quand on parle de robots souples. Je veux vraiment pas vous demander de. Je comprends que ça doit pas être votre domaine tant que ça, mais en même temps, je suis juste vraiment curieux de quoi on parle quand on parle de robots souples. Oui, quand on parle de ça, ça veut dire, ok, je peux répondre à cette question du côté de communication. Quand nous avons un robot qui est près de nous, c'est vraiment facile à envoyer des commandes pour les actions prochaines. Et c'est plus facile à gérer. Mais quand on parle de plusieurs milles de kilomètres entre un Hmm. robot et un système de communication, ça veut dire que ça va introduire plus de latence. Donc, dans ce cas, le robot doit prendre les décisions dans une façon autonome. Et Hmm. ça doit être vraiment foolproof OK. pour faire les décisions. Donc, c'est la différence principale de mon côté. OK, de votre côté, c'est correct. Ouais, c'est ça, je veux pas pousser plus que ça. Puis peut-être qu'éventuellement, j'inviterai le professeur Giovanni pour nous expliquer, c'est ça, un peu plus, aussi un peu plus en profondeur, là, justement, la robotique souple, les rovers et tout ça, ça a l'air vraiment fascinant, fait que c'est vraiment génial. Euh, Puis aussi, là, je me demandais, ben là, OK, on comprend que c'est un groupe assez large, il y a beaucoup de projets en cours. Est-ce qu'il y a de la collaboration internationale entre Astrolite et d'autres institutions de recherche similaires, mais dans d'autres pays? On comprend que bon, c'est la première unité de ce genre au Canada, mais il y en a peut-être dans d'autres pays. Puis comment on peut apprendre de ces unités-là, si c'est le cas? C'est une excellente question. Il n'y a pas une unité qui souligne
système lunaire. Mais il y a d'autres centres de recherche spatiale, y compris aussi Agence spatiale européenne. Et aussi, il y a grande équipe à l'Université de Luxembourg avec 6G Space Lab. Donc, nous avons des collaborations et on planifie de faire des projets internationaux plus tard. Mais maintenant, peut-être vous savez ça déjà, Canada peut participer au projet européen comme Horizon. Donc, ça vous nous donnerait plus d'options pour faire collaboration dans une façon internationale. Ouais, non, je n'étais pas au courant. Projet Horizon, il s'agit de quoi? Il y a différents types de projets. Et si je ne me trompe pas, c'est maintenant Horizon Europe. C'est une plateforme euh, qui peut utiliser pour faire la demande de subventions internationales. Hmm. Mais aussi, il y a toujours les différents types de call for proposal. Donc, ça donne opportunité des institutions européennes pour former des équipes et postuler, faire les demandes de projets. Je vais peut-être un petit peu changer de sujet, mais dans les années qui suivent, avec l'intensification des changements climatiques, est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à plus de financement du soutien des unités comme Astrolite, plus de financement envers les unités comme Astrolite, donc dans les prochaines années? Est-ce que c'est quelque chose qu'on s'attend justement à avoir de plus en plus de support avec des problèmes climatiques qui sont de plus en plus sévères? Ah, mais euh, oui, c'est un problème. Le changement climatique, c'est un gros problème, clairement. Mais Mhm. de notre côté, j'espère de recevoir plus de support pour faire des projets dans lesquels on peut chercher des solutions pratiques pour éviter, peut-être arrêter le changement Ouais. climatique. Donc, Ben oui. 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 C'est aligné avec mes attentes. Ben oui, puis tu sais, en plus, ben comme je mentionnais tantôt, avec le Space 2.0, on comprend que les instituts privés, tu sais, il y a des compagnies privées qui ont de plus en plus d'intérêt envers l'espace. Envers la Lune en particulier, est-ce que ces entités-là ont un intérêt envers la Lune? Est-ce qu'il peut y avoir des entreprises privées qui subventionnent des projets comme Astrolite pour un peu accélérer cette innovation-là vers la Lune? C'est quoi? Puis si oui, c'est quoi un peu que ces entreprises-là auraient comme avantage d'être sur la Lune? Y a-tu des choses à quoi on peut penser ou on est vraiment trop loin, là, puis c'est pas encore quelque chose à quoi on Non, pense? non, c'est un excellent point. Avec la privatisation d'espace, les plans changent rapidement. OK. Mais quand même, ouais, par exemple, il y avait un lancement d'un rover, comme peut-être vous avez suivi ça, qui était envoyé à la Lune. C'était par une compagnie privée. Oui. Et donc, les plans se déroulent rapidement. Il y a plein de missions et c'est toujours organisé, pas organisé, mais surveillé par Nations Unies. Mais en même temps, c'était une domaine assez lente. Maintenant, on a besoin d'ajouter plus de rapidité pour Ouais. prendre les décisions. Il n'y a pas les règles, les protocoles, la loi n'est pas vraiment définie ou Ouais. adaptée dans ce genre de mission. Mais oui, c'est vrai que c'est totalement intéressant qu'une entreprise privée a envoyé un rover sur la Lune. On comprend toujours que les technologies augmentent. Et vous, mettons, dans votre domaine, en génie électrique ou en électrique, là, est-ce que vous avez l'impression que depuis les années 60, pour ce qui est de la technologie, du rover, de l'entreprise privée, est-ce que l'avancée technologique, ça paraît dans ce qu'ils ont produit comme résultat final? Est-ce qu'il y a des avancées technologiques? Peut-être, est-ce que juste le fait de miniaturisation des composants, est-ce que c'est quelque chose qui aide à ce niveau-là? Ou sinon, on a-tu fait des avancées dans la protection des radiations? C'est quelque chose qu'on entend souvent, là, dans l'espace, ça doit être protégé des radiations du soleil. Qui se fait tout le temps bombarder. J'imagine sur la Lune, cette protection-là là, est encore moins
élevé, donc on veut vraiment... Ouais. Oui, c'est une excellente question. Mais clairement, nous avons une technologie mieux que les années 60. Mais de Mm. notre côté, nous sommes plus à l'aise avec l'utilisation de consumer off-the-shelf équipement. Donc, ça veut dire que Ok. c'est vraiment coûte moins cher, c'est plus disponible, mais ce n'est pas vraiment space hardened. Donc, ce n'est pas un genre d'équipement qui est préparé pour l'espace. Les conditions en espace, c'est vraiment assez difficile avec les changements de la température dans une façon assez dramatique. Quand on utilise les équipements qui n'est pas vraiment formés pour l'espace, ça nous cause d'autres genres de problèmes, qui y Mm. compris, par exemple, les satellites qui ne peuvent pas être utilisés. Ça augmente le nombre de space junk. Mm. Donc, il y a toujours les avantages et les désavantages. Et donc, quand on parle de compagnies privées, ils ont le but de faire plus de profit. Donc, dans ce cas, de temps en temps, ça se peut que les équipements qui ne sont pas vraiment appropriés pour l'espace soient utilisés. Donc, on peut regarder les cas de failure plus en plus. D'après moi, la raison, c'est vraiment c'est réduire le coût. Réduire les coûts, ouais, c'est ça. Je comprends totalement. On en a parlé même un épisode dans le passé avec Frédéric Grandmont de ABB, Business Development Manager, je pense, chez ABB. Et on parlait de Space Junk, justement, tous les satellites en orbite autour de la Terre. Et il disait, si je me rappelle bien, là, c'est comme un peu un Wild West de satellites. Il n'y a pas tant de régulation que ça. C'est vraiment, tout le monde envoie des satellites. Et là, ils restent là dans l'espace. J'imagine avec le temps, bon, ils redescendent peut-être et ils se détruisent dans l'atmosphère, mais c'est un peu comme un nouveau problème auquel il va falloir trouver des solutions ultérieurement. Là. Je ne sais pas si ça va être des solutions législatives ou plus scientifiques, mais Oui, c'est un problème qui devient plus... on va voir ce problème plus fréquemment. Par exemple, il y avait un avertissement en Allemagne aujourd'hui contre space debris. Donc, mm, si je ne me trompe pas, seulement 87% des objets qui ont lancé en espace est noté par les Nations Unies. Donc, mm, c'est vraiment Wild West, comme vous avez déjà dit. Nous avons les réglementations, mais c'est pas assez, c'est pas vraiment up-to-date concernant la technologie d'aujourd'hui. mhm. Ouais. Et puis, c'est une affaire que là, je me demandais, bon, y a-tu des contraintes? Mettons, vous, peut-être dans votre position avec le projet auquel vous faites face, OK, ben là, on a parlé, c'est des excellents exemples, je pense, de la protection des radioactivités. J'imagine que c'est des enjeux que vous devez quand même garder en tête en développant votre projet de transmission d'énergie, mais y a-tu, bon, puis là, la poussière, on a parlé, ou la moon dust, là, de ce que je comprends, le Mhm. sable lunaire, y a-tu d'autres contraintes intéressantes dans votre projet, mettons, peut-être à court terme, ou c'est juste des contraintes, des embûches ou des difficultés qui font que c'est pas facile? Et je pense que une autre chose, c'est vraiment, il n'y a pas une orbite géostationnaire sur la Lune. Donc, je pense toujours de côté des systèmes de communication. Maintenant, autour de notre Terre, nous avons des satellites géostationnaires. Par exemple, nous utilisons ce type de système pour navigation. Mais quand on parle de la Lune, il n'y a pas une orbite stationnaire comme ça. Donc, quand on va essayer de trouver, par exemple, les positions, quand on va essayer de synchroniser les différentes nodes, ça va être plus difficile. En plus, si on parle d'un orbiteur autour de la Lune, la vitesse de cet orbiteur est aussi assez élevée. Ça va causer un effet de Doppler. Donc, nous devons trouver des solutions dans lesquelles les notes de référence sont aussi mobiles. Maintenant, quand on parle de la Terre, par exemple, nous avons des systèmes de GPS.
et nous utilisons des satellites géostationnaires pour synchroniser nos notes, en plus trouver les positions pour la navigation aussi. Il n'y a pas un système comme ça qu'on peut construire autour de la Lune. Donc, OK. je pense que ça peut être un enjeu que nous devons trouver une solution rapidement. Ouais, OK. Ouais, ben oui. Puis ça, justement, on avait parlé aussi dans l'épisode avec Frédéric Grandmont des satellites, puis des satellites géostationnaires, justement. Là, corrigez-moi si je me trompe. Donc, on parle sur Terre, ben pour la Terre, un géostationnaire, c'est un satellite, je pense, qui est en basse orbite et qui reste fixe par rapport à la Terre. C'est-tu bien ça? Puis après, on a Euh, l'autre sorte de satellite que c'est l'inverse, ou je les ai inversés. c'est un peu inversé quand on parle de satellites géostationnaires et ils sont dans une altitude 36 000 km. Et OK. quand on parle de nouveaux satellites en basse orbite comme LEO, Low Earth Orbit Satellites, dans ce Mhm. cas, nous parlons de orbites environ de 300 km jusqu'à 1500 km. Donc, c'est OK, fait vraiment que c'est plus ça, c'est élevé. vraiment... Ouais. Excusez-moi, ouais, c'est vraiment plus haut, OK. Donc là, ça veut dire que les satellites, c'est ça, quand la Terre, elle tourne, le satellite, il reste, il regarde tout le temps le même endroit sur Terre par rapport à la Terre, c'est bien ça? Exactement, c'est OK, ça. Ah, il n'y a pas, OK. il n'y a pas une opportunité d'installer les satellites comme ça autour de la Lune. Puis pourquoi pas? Il n'y a pas des orbites stationnaires comme ça. OK, à cause que la Lune est plus petite, dans le fond, sa gravité est moins forte. Oui, à cause de la dynamique orbitale aussi. OK, à cause que de la Terre est tellement grosse et la Terre a une gravité qui impacte sur celle Oui, de la Lune, c'est-tu ça un oui, peu? exactement. OK. C'est un Wow. facteur petit. Mais ça, ouais, ben ça, c'est fascinant, OK. Fait que ça, c'est un défi. Puis là, vous avez parlé aussi de l'effet Doppler. Fait que là, l'effet Doppler, de ce que je comprends, bon, de ce que je me souviens, donc on parle de quand on entend des. Je pense que le meilleur exemple qui est tout le temps vulgarisé là, dans les cours de sciences, c'est quand tu entends une ambulance s'en venir. Tu sais que l'ambulance s'en vient. Si tu sais que l'ambulance se rapproche de toi ou si elle s'éloigne de toi juste par la fréquence de sa sonnerie, là, de sa tonalité, à cause de l'effet Doppler. Donc, quand les ondes viennent vers toi, il y a un genre de compression, je pense, des ondes, et puis quand elles s'éloignent, c'est comme une extension des ondes, là, un étirement. C'est-tu un peu ça? Exactement. OK. On peut entendre les sons différemment dans cet exemple d'ambulance. Et c'est la même chose quand on parle d'un orbiteur autour de la Lune. Et ça déroule rapidement. Donc, nous devons trouver des solutions pour éviter cet effet de mobilité qui est assez élevé. OK, un effet de mobilité. Donc là, c'est ça, on applique un peu la même logique, mais pour des systèmes de localisation. Donc, on pourrait s'imaginer, c'est ça que Exactement. c'est les données de localisation qui sont totalement pas rapport, là. Je suis pas bonne, là. Oui, exactement. Si on Exactement. essaierait. OK, OK. Ah, ouais, c'est ça. On voit il y a plusieurs défis. Il y a peut-être des choses qu'on avait prises pour acquis sur Terre, que c'est ça, c'est pas le cas nécessairement avec la Lune, là. Il y a un truc que je me demandais, j'ai lu là-dessus il y a un certain temps, puis là, vous allez peut-être me référer à une ou un de vos collègues dans une autre discipline, mais j'étais juste curieux, si vous pourriez nous en parler un petit peu au podcast parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense que c'était peut-être un rover chinois ou peut-être c'était des structures qu'on connaissait déjà, mais il paraîtrait qu'il y a des structures, bon, des structures géologiques, là, de ce que je comprends, sous la Lune, sous la surface de la Lune, des réseaux de structures. Là, on parle pas d'une civilisation, je parle pas d'une civilisation extraterrestre, là. C'est pas ça que je parle, mais vraiment des mines, des structures de mines, des structures de roches sous la Terre qui sont vraiment, vraiment énormes. Là. Je pense on parlait de 1000 pieds de structures cachées souterraines. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça, de quoi il s'agit, puis est-ce que ça fait partie un petit peu des objectifs d'Astrolite? Je ne suis pas certaine de ça, OK. mais dans le polaire au sud, Southern Pole, donc on cherche, d'après ce que j'ai compris, la composition de rigolite, c'est plus, et la composition de la Lune, c'est un peu plus intéressant que les autres parties. Donc, pour cette raison, toutes les rovers, pas toutes les, mais la plupart des rovers, les missions de rovers sont concentrées sur cette région. Sur le sud. Donc, sur le sud polaire, OK. oui. OK, à cause qu'il y a une composition un petit peu différente. Ouais. OK, OK, j'étais pas au courant de ça.
Excellent. Là, on commence quand même à s'enligner vers la fin de l'épisode, mine de rien. J'étais curieux, peut-être pour commencer à terminer, est-ce que, là, on a parlé, bon, les contraintes, on a parlé un petit peu les contraintes plus court terme, mais est-ce que pour le projet Astrolite en général, pour ce qui est de l'innovation lunaire, on pourrait dire, est-ce qu'il y a des enjeux long terme pour le projet? Y a-t-il des choses, ben, pour ces projets-là, y a-t-il des choses qu'il faudrait faire attention dans les prochaines années en s'aventurant dans tout ça? C'est excellente question. Notre premier but, c'est vraiment, après la phase de conception, nous devons faire des développements plus concrets et nous devons valider les technologies. Je pense que c'est un peu un des enjeux que nous devons trouver une solution. Et j'espère, grâce à une équipe assez diverse, j'espère de trouver plus de solutions pour ça. OK. Et en plus, nous devons, et c'est un autre enjeu que je vois, par exemple, quand on essaie d'écrire les articles, la littérature courante, les systèmes lunaires, disons, ne sont pas vraiment bien Documenté? documentés, exactement. OK. Donc, exactement. Nous, par exemple, OK. quand on Ouais. cherchait les dimensions de poussière lunaire, on a dû trouver un article de 80, des années de 1980. J'ai oublié l'année exacte, OK. mais c'est vraiment assez vieux. Donc, nous devons introduire une littérature plus courante et nous devons aussi souligner l'importance de ce sujet, pas seulement pour Poly, mais pour toute la communauté de recherche. Ouais, c'est ça, la fameuse recherche de littérature. On en entend souvent parler dans le podcast. Tu sais, bon, les étudiants, mettons, tu sais, on fait beaucoup d'épisodes du podcast avec des étudiants de maîtrise et de doctorat, puis il y a tout le temps une phase au début, c'est sûr que vous le savez, tu sais, qui font la recherche, comme vous avez fait la recherche de littérature. Les anciens projets ressemblaient à quoi par rapport à ce projet-là? Et là, donc c'est intéressant. Donc, j'imagine des vieux documents de la NASA des années 80. Quand vous voulez juste avoir une info sur la poussière lumière, vous vous retrouvez à regarder des vieux scans tout sale, là, des années. Exactement, c'est mon étudiant, Mohamed Takpik, il est maintenant à Montana pour présenter l'article sur l'énergie de transmission sans fil. Hmm. Et c'est à Aeroconf 2024, donc il est là. Mais quand il a lu cet article, il me disait qu'il n'était pas né dans cette époque. Ouais, c'est ça. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Quand tu te rends compte, c'est ça, tu regardes des vieux documents des années, des Ouais, fois même, tu sais, moi je suis en mécanique, tu sais, c'est un domaine qui a quand même évolué, mais mine de rien, il y a des trucs qui n'ont pas changé, tu sais, des fois il y a des normes militaires là, qu'on a en mécanique, ou tu sais, par rapport à l'anodisation, par exemple, des finis de surface, des fois c'est des vieilles normes militaires là, qui datent des années 60, là. Fait que c'est vraiment assez drôle quand même là, de ouais. parler de ça. Fait que c'est ça, puis là, c'est ça. Fait que là, lui, il présente ce dossier-là. Puis tu sais, c'est ça par rapport à ça, vous en avez parlé un petit mot tantôt, puis là, on parle de poussière. Puis tu sais, à peu près comment, dans quel ordre de grandeur on parle la transmission d'énergie en termes de watts, puis quel est à peu près l'impact de la poussière là-dessus en pourcentage? On a-tu un peu une idée de chiffre juste pour mettre une idée là-dessus ou c'est pas assez avancé, là? C'est vraiment diminuer l'efficacité de transmission et c'est plus relié avec alignement de émetteur et récepteur. Si on perd Ah, ça, on va perdre la transmission complètement. c'est Donc, plus l'alignement, ouais. exactement, c'est la partie plus importante. En plus, nous regardons des autres systèmes de transmission, par exemple en utilisant les ondes radiofréquences pour la perte dans ce cas est plus élevée, mais c'est plus résistant aux poussières. Donc, Ah, OK. nous C'est regardons moins la différence entre les deux. les différences entre les lasers puis les radiofréquences pour transmettre Ouais, de l'énergie. J'avais exact. jamais. OK. J'avais jamais pensé, c'est ça, transmission d'énergie, c'est ça, par radiofréquence. Je pensais pas que ça se pouvait. Fait que, tu sais, on a fait tout un épisode là-dessus dans le passé avec un de en fait, un ami à moi, un ancien collègue d'école, mais un très bon ami à moi qui étudie, ben, il a étudié sur la 5G. Puis il nous expliquait comment c'est arrivé ça, les origines de la télécommunication, qui est un Ouais, épisode vraiment fascinant, là.
Puis là, Oui, mais c'est ça, mais là, ouais, non, comment? Ouais. juste mais transmission d'énergie avec les ondes radiofréquences, c'est déjà fait par Nikola Tesla. Ah, OK, C'est OK, fait que c'est vraiment pas nouveau, là, c'est vieux, hein? Oui, OK, OK, c'était OK. celui-là. C'est très vieux. Ouais, ben sûrement, en plus, je dis ça, puis sûrement que dans l'épisode, on en parlait de ça, OK, ouais, tu sais, c'est-tu... OK, ouais, c'est peut-être les... Non, je sais pas, y a-tu des... c'est quoi les exemples de ça? Tu sais, j'essaie de penser à la bobine Tesla, mais je pense pas que c'est un bon exemple de ça, parce que ça, c'est un transformateur avec le champ énergétique. Tu sais, sinon, il y a les... Y a-tu des exemples de devices qu'ils utilisent, que Nikola Tesla aurait designé dans ces Mais années, puis qui fonctionnent? il est construit un tour pour envoyer l'énergie. J'ai oublié le nom de cette tour, mais c'est vraiment OK, une structure assez énorme pour OK, envoyer l'énergie. OK, OK, OK. Fait que c'est vraiment vieux. Fait que c'est Oui, c'est vraiment vieux. vraiment mieux. Mais c'est pas nouveau, là. OK, bon. Ouais, c'est fascinant. C'est ça, c'est fascinant comme domaine. Puis c'est drôle de voir que ça l'a comme un petit peu. On voit que ça l'a. De nos jours, il y a pas. Y a-tu beaucoup de technologies qui utilisent ça ou pas beaucoup? Ça a comme été oublié ou c'est encore en actualité? Oui, c'est un peu euh, focalisé sur le système de RFID. Quand on utilise le Hmm. barcode, c'est plus ça. Donc, il y a des exemples, mais c'est plus avec les niveaux d'énergie assez bas. OK, ouais, RFID, ouais, pour authentifier, c'est ça, mettons les Ouais. cartes, les puces, les puces sans, mettons les cartes puces dans l'autobus sans fil ou j'imagine le paiement par Ouais, carte de crédit, PayPal, ça doit être des RFID. exactement. Il y a des exemples dans Ouais. lesquels on utilise backscattering. Donc, c'est vraiment pour une collection d'énergie. Le carte peut utiliser cette énergie pour envoyer des données. Le quoi? Le Bax. La carte, par OK, exemple, la carte OK. RFID. OK. OK. Ouais, c'est vraiment fascinant tout ça. Génial. Ben là, écoutez, on a pas mal fait le tour des questions que je voulais vous poser. Y avait-tu des points que vous auriez aimé parler par rapport à Astrolite qu'on n'a pas eu la chance de discuter ou ça faisait pas mal le tour pour vous? Je pense que c'est une unité de recherche jeune et nous avons euh, beaucoup de plans et on va annoncer le développement de notre compte de LinkedIn. Donc, Hmm. vous pouvez nous suivre sur LinkedIn et pour regarder les développements. Et merci pour cette belle invitation une autre fois. Voyons, ça me fait plaisir. C'était vraiment, vraiment intéressant, vraiment génial de pouvoir parler de ça. Un peu décortiquer. Tu sais, on a fait du high level quand même. Tu sais, j'osais pas trop aller en détail parce que il y a beaucoup de stock. Mais c'est tellement des projets fascinants. Puis c'est sûr qu'avec cette mine d'or de projets, j'adorerais dans le futur aller encore plus en détail avec les différents bons professeurs, différentes disciplines. Fait que c'était vraiment génial. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation, là. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Donc, merci énormément pour ta présence, Guinness. Donc, encore une fois, c'était vraiment génial. Merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.